Alors sur ce, on est prêt à débuter notre soirée. J'inviterai Marjorie Côté qui présentera Mes peurs. C'est dans ma tête, mais où? Pour la présenter. Après des études en communication marketing, Marjorie s'est plongée dans la perception subjective par des études en sciences cognitives et en psychiatrie. Étudiante à la maîtrise en sciences psychiatriques et addictologie, Marjorie travaille aussi en neurodéveloppement et en photographie. Amatrice de la science accessible à tous, elle souhaite faire croître la curiosité. Je lui cède la parole. Bonjour tout le monde. C'est petit. Okay. Bonjour tout le monde, ça va? Ouais, parfait. On va commencer aujourd'hui avec un petit exercice parce qu'en fait, la peur, c'est quoi? Je veux juste que vous, pendant un instant, que vous pensez à la peur. En fait, imaginez-la dans votre tête. OK. Donc, est-ce qu'il y a des personnes ici en ce moment qui ont pensé à la peur, mais avec des réactions de peur? Donc, par exemple, quelqu'un qui devient blanc, qui commence à suer, il crie ou qui court. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont pensé à ça, avec la peur, en main levée? OK, donc vous avez pensé à des réactions de peur. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pensé à des moments qu'ils ont vécu, qui ont eu de la peur? Comme par exemple, je ne sais pas, c'est les personnes qui ont peur des avions, mais pour des personnes qui ont peur des avions, il y a soudainement une turbulence dans l'avion et là, ils pensent qu'ils vont mourir là, parce que l'avion va tomber, comme bref, explosion. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé à justement cette façon de voir la peur là, donc plus subjectif? Oui! En fait, justement, cette peur-là, en fait, vraiment l'émotion de la peur, la conscience de la peur, mais c'est ça qui m'intéresse. Et en gros, qu'est-ce qui m'intéresse? Mais c'est de savoir, ça se trouve où, justement, dans la tête, la peur? Parce que la peur, on l'a vu en passant, là, les personnes qui ont levé la main, donc on peut avoir, c'est quelque chose qu'on connaît tous, pas mal, la peur. C'est que ce soit par rapport à de la peur à une situation qui arrive, ou bien à la peur par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement arriver, dont une infestation de souris. Donc, la peur, ça arrive à tout le monde, mais en fait, pour certaines personnes, la peur, c'est peut-être handicapant. En fait, la peur, parfois, est tellement très grande qu'on peut même l'associer à des enjeux de santé mentale. On peut penser, par exemple, à des personnes qui ont une phobie des oiseaux si grande que marcher l'été dans un parc, nope. Ou bien les personnes qui ont une anxiété sociale si grande que être à ma place en ce moment-là, nope, sur ma tombe. Donc, on voit que la peur, ça peut être très handicapant. Donc là, la peur, d'accord, la peur. Mais là, si on est capable de savoir où ça se trouve, la peur, mais justement cette peur-là, peur un peu plus handicapante, mais est-ce que par après, on pourrait trouver une façon pour la diminuer, pour faire en sorte finalement que les personnes, ils peuvent se promener dans un parc, même s'il y a des oiseaux, ou bien faire une présentation orale, comme que je fais en ce moment. Ou bref, d'autres exemples comme ça. Donc, en première chose, il faut savoir, ça se trouve où, cette peur-là. Donc, je ne sais pas pour vous, mais quand je pensais à peur, et ça même avant là, mes études en neurosciences et cognitives, je pensais à l'amygdale. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme quelque chose parfois qu'on peut connaître juste par culture générale. Mais là, l'amygdale, monsieur, madame, quand j'entendais ça pour la première fois, je pensais plus comme les amygdales dans la gorge, genre une amygdalite. Tu sais, genre comme quand j'étais jeune, genre j'écoutais Arthur, le petit bonhomme-là. Et à un moment donné, justement, il y avait eu une amygdalite, fait qu'il a dû se faire opérer, là, il mangeait de la crème glacée. Fait que pour moi, amygdale, c'était vraiment associé à ça. Et non, c'est deux choses complètement différentes. Donc, l'amygdale, en fait, c'est plus une structure qui est dans le cerveau. Mais là, en fait, OK, donc là, on a une structure qu'on connaît qui peut avoir lieu avec la peur. Il y a d'autres structures aussi. Mais là, on veut vraiment cibler comme un type de peur. On ne veut pas comme faire comme backlash, la personne n'a plus peur. Parce que pour que vous êtes là en ce moment, c'est que vous devez avoir peur. Parce qu'autrement, vous aurez peut-être traversé la rue pendant un char qui passe. C'est normal d'avoir peur. Genre, c'est ça qui fait en sorte qu'on est en vie. Notamment. Donc, une façon de faire, en fait, mais c'est qu'on pourrait dire, on pourrait peut-être diviser les peurs selon les expériences, selon la mémoire.
parce que selon certains chercheurs, les expériences subjectives seraient encodées par différents types de mémoire. Donc, au niveau de la peur, on pourrait comme dire que la mémoire procédurale, ça en passant, c'est la mémoire qui fait en sorte que quand on conduit manuel pendant genre des années, un moment donné après, ben, on conduit l'auto automatique de genre son chum, par exemple. Et là, ben, même si je sais que l'auto de mon chum, c'est une auto automatique, ben, j'essaie de mettre mon pied sur comme la deuxième pédale et genre changer de vitesse. Ça se passe pas comme ça. Donc, même si je sais, au niveau de mon corps, mais justement, j'ai cette mémoire-là, un peu comme une mémoire du corps. Donc, au niveau de la peur, on aurait pensé que c'est peut-être un conditionnement à la menace. Donc, par exemple, quelqu'un qui voit une lumière rouge, et quand il voit la lumière rouge, ben, on lui envoie un choc électrique. Donc là, la prochaine fois qu'on lui voit la lumière rouge, mais que lui, il va voir la lumière rouge, mais il va recevoir encore un choc électrique, et vice-versa. On continue comme ça. Donc là, la personne va associer le fait lumière rouge égale choc électrique. Ça fait en sorte que quelqu'un qui va revoir la lumière rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crisper. Choc électrique, pas agréable. Donc, et même si on lui dit par après, OK, l'expérience est finie, la lumière rouge, maintenant, on ne va plus t'envoyer de choc électrique. Ben, ça va quand même prendre un moment là, pour que le corps fasse comme « lumière rouge! » OK, c'est correct, j'ai pas à crisper. Ça va prendre le temps de déshabituation, finalement. Donc ça, c'est un peu justement ça, par rapport à la mémoire procédurale. Un autre type de mémoire, ben, on pourrait penser peut-être à la mémoire sémantique. Donc finalement, une mémoire un peu plus de faits. Commencement, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait qu'on est dans un événement Mr. Brain, et c'est fucking cool! On sait ça. Et au niveau de la peur, on pourrait penser, c'est un peu comme si c'était des situations de peur. Donc, une peur situationnelle. Donc, c'est-à-dire que si on sait que si on se met en haut d'une montagne, par exemple, et qu'on regarde en bas, mais qu'on a peur. Parce que quand tu es en haut d'une montagne et tu regardes en bas, mais ça se peut que tu tombes. Gravité. Donc, ça, c'est une information que, justement, qu'on peut savoir que, effectivement, c'est dangereux, factuellement. Genre, c'est un fait. Donc, une troisième peur, ben, ça pourrait être relié par rapport à la mémoire, ben, en fait, la mémoire épisodique. Donc, ça, c'est la mémoire des événements, le où, quand, quoi. Comme par exemple, comme quand tu étais au primaire, secondaire, tu devais raconter une histoire, inventer une histoire. Ben, justement, c'est des questions qu'on pouvait se poser pour créer comme un scénario, une petite histoire. Et au niveau de la peur, on pourrait penser que c'est un peu comme des schémas de peur. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une phobie des araignées. Donc là, il va voir une araignée, là l'araignée va monter sur lui, là il va faire comme « Ah! » L'araignée va me piquer et je vais mourir. Ou, bref, être profondément affecté par l'araignée, par sa morsure. Donc ça, c'est une histoire que la personne se raconte. Donc, on pourrait dire un schéma de peur. Mais bon, vraiment. Parce que là, ce que je vous dis, c'est comme plein de concepts, comme où on pourrait dire ça, que ça fonctionne comme ça. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de différencier ça au niveau du cerveau? Genre, OK, la peur, d'accord, on peut dire plusieurs types de peur, mais concrètement? Donc, en fait, il y a des chercheurs qui ont entraîné un décodeur, donc un algorithme par intelligence artificielle, pour leur dire que, OK, décodeur, là, je veux que tu apprennes que voici la peur situationnelle, je veux que tu apprennes que la personne a peur, oui ou non. Donc là, le décodeur, ben, il apprend. Il est bon finalement après pour dire la personne, oui, elle a peur. Non, elle n'a pas peur. Oui, elle est capable de faire la tâche, elle est bonne là-dedans. Là, après, on fait comme, bon, voici, le décodeur, il est bon là-dedans, mais on lui envoie quelque chose d'autre. Donc, c'est comme si en biologiste, on lui dit, là, on va t'envoyer des animaux en général. Est-ce que tu es capable encore de différencier comme un peur par rapport à une autre? Donc, yeah. Donc là, on envoie ce décodeur-là qui était vraiment bon avec la peur situationnelle et on l'envoie au schéma de peur. Et qu'est-ce qu'on trouve en gros? Ben, le décodeur, il est bon. Il est quand même bon aussi pour dire si la personne qui a des schémas de peur a peur, oui ou non. Même s'il n'a pas été entraîné avec lui, là. Donc, on peut dire, ben finalement, la peur, ben c'est comme juste peut-être la peur en général. Fait que pourquoi qu'on se complique la tête? Donc là, les chercheurs ont fait l'inverse. Pourquoi pas? Donc là, cette fois-ci, ils ont entraîné le décodeur à apprendre vraiment, à être capable finalement de différencier si la personne avait peur ou non avec des schémas de peur. Donc, est-ce que la personne a peur? Oui, non, oui, non. OK, je suis rendu vraiment bon là-dedans. Donc là, parfait, t'es bon. On t'envoie voir si t'es capable de le faire, mais cette fois-ci avec des peurs situationnelles. Et là, qu'est-ce que les chercheurs trouvent? Non, le décodeur, il n'est pas tant bon. Il n'est pas tant bon pour savoir si la personne a vraiment peur, oui ou non,
avec des situations de peur quand il a été entraîné avec des schémas de peur? Hein? En gros, c'est peut-être que en fait, la peur situationnelle, ce serait dans une petite région, dans un petit cercle, et les schémas de peur dans quelque chose de beaucoup plus gros, peut-être? OK. On peut penser à ça. Donc, il y aurait différentes zones cérébrales. Ah, cool. Je fais pas ça pour rien. Yes. Donc, mais là, comment que je fais ça? Comment que je fais pour trouver une région, la région finalement qui m'intéresse, comme les schémas de peur, avec ces informations-là? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, en fait, je pourrais en premier entraîner mes décodeurs. Donc, entraîner mon algorithme finalement par type de peur. Donc, je les envoie à l'école. Yes! Après, ils sont super bons. Ils graduent. Je les envoie après au marché du travail. Là, ils s'en vont dans le cerveau. Et là, ben, ils travaillent ensemble, ou en fait, ils compétitionnent ensemble. Ouais, full compétition. Et après ça, ben, ils arrivent, ils donnent leur travail au boss. Là, ils disent au boss, « Moi, je suis vraiment bon là-dedans. Regarde, boss. Yeah, je suis vraiment bon. » Donc, en gros, ça nous donne une carte pour savoir c'est quoi les régions qui sont plus activées par un type de peur. En fait, qui sont plus capables de prédire un type de peur. Donc là, au niveau des schémas de la peur, avec la peur situationnelle. Donc, quand on met ces deux types de peur-là ensemble, qu'est-ce qu'on trouve? Mais en fait, il y aurait trois régions cérébrales qui seraient vraiment plus... Ben, trois régions at large, là, qui peuvent permettre plus de prédire les schémas de peur. La première, ben, le cortex préfrontal, donc le niveau du front. Ça, c'est un peu comme le chef du cerveau. Donc, ça permet justement à diriger l'attention et également à faire de la résolution de problèmes. On pourrait penser aussi comme on a trouvé aussi le cortex temporal, comme sur le côté de la tête. Ça, c'est un peu plus, je vais le catégoriser comme un artiste, parce que plus au niveau des informations visuelles, des informations aussi comme du langage, il y a des informations audition, bref, un peu plus comme un artiste. Et le troisième aussi place qu'on a trouvé, mais c'est au niveau du cortex visuel. Ça, c'est derrière la tête. Allô? Et dans cette zone-là, on peut dire c'est un peu plus comme le canevas de l'artiste, parce que c'est vraiment plus les informations visuelles qui s'y trouvent. Donc là, j'ai fait avec les deux premiers types de peur, mais là, il y a un troisième type de peur que je vous ai mentionné, le conditionnement à la menace. Mais c'est ça, j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui se passe, dans quelle région ça se trouve plus, ou par rapport justement au schéma de la peur, est-ce que ça donne la même information? Mais ça, ben, je peux pas vous le dire tout de suite, ça va être mon fun cet été. Yes! Donc là, ben, je ne vais pas vous laisser comme ça pour faire comme « bye-bye, j'ai fini ». Donc, je vais quand même vous donner un peu des hypothèses. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pense? C'est que justement, les schémas de la peur, ça se trouverait vraiment au niveau du cortex préfrontal, tandis que le conditionnement à la menace et la peur situationnelle, ça se trouverait plus à l'intérieur plus du cerveau, justement dans deux régions, dont notamment l'amygdale. Vous savez, comme le morceau, la partie du cerveau que je vous ai mentionnée tantôt par rapport à la peur. Elle revient! Oui! Donc, en fait, et c'est l'amygdale au cerveau, pas dans la gorge. Donc, cette région-là, en passant, ça sert notamment à vous rappeler, à encoder des informations que vous ne voudriez pas vous rappeler. Donc, par exemple, si vous avez fait une mauvaise présentation orale quand vous avez 8 ans et que vous vous en rappelez quand même, mais vous ne savez pas pourquoi, l'amygdale était là pour le graver dans le marbre. Merci, amygdale. Donc, il y a aussi une autre région qu'on a trouvée, qui pourrait être reliée à ça aussi par rapport aux deux, c'est l'insula. L'insula, en passant, c'est une autre région qui se retrouve proche de l'amygdale, toujours plus à l'intérieur. Et celle-là, c'est comme plus pour traiter des émotions, savoir, bon, qu'est-ce qui se passe? OK, go, voici l'action qu'on fait. Donc, ça traite les expériences plus émotionnelles. Donc là, parfait. Donc là, on sait que les émotions, en fait, la peur, mais on pourrait la sous-diviser en différents groupes et qu'on pourrait peut-être même trouver des régions cérébrales qui seraient vraiment liées avec certains types de peurs. Est-ce que là, ça voudrait dire qu'il y aurait des chercheurs, d'autres chercheurs, ou des personnes qui sont intéressées là-dedans, ou nous tous, en fait, qui pourraient travailler ensemble pour trouver une façon de réduire la peur, cette peur-là, et ça à même ce lieu dans la tête? Donc, est-ce que vous embarquez avec moi? Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié et que vous n'avez pas eu trop peur. Nous allons maintenant passer un petit 5 minutes des questions. Si les personnes ont des interrogations, des questions que vous avez posées, vous pouvez lever la main.
Justine, ici présente, a un micro et va le faire voyager dans la salle. Ouais. Oui. Ça marche-tu? Wow, c'est incroyable. On t'entend. Hey, merci, merci pour ta présentation. J'ai juste deux petites questions qui sont, je pense, intimement liées, là. La première, parce que tu parles qu'il y a 3 types de peur. Comment vous en êtes arrivé à déterminer ça? Avec quel genre d'expérience? Puisque je doute que... C'est parce qu'il faut brancher du monde, les mettre devant des écrans. Comment ça fonctionne exactement? Et en fait, les types de peur, c'était comme, selon la définition comme de Tulving, avec une façon de conceptualiser, par exemple, la mémoire, avec la mémoire, la conscience. Donc, toutes les expériences émotionnelles, toutes les expériences subjectives seraient reliées finalement au type de mémoire. Donc ça, en général, voici, on parle de cette théorie-là, et là, on essaie de le faire. Donc là, justement, pour les 3 types de peur, justement, comment qu'on fait pour dire voici un type de peur, l'autre type de peur, l'autre type de peur, pour entraîner les décodeurs? En fait, c'est des banques de données qu'on a utilisées. Donc, des banques de données, il y en a un qui est au Japon, il y en a un qui est en Chine et un aux États-Unis. Donc, pour le conditionnement de la menace, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, finalement, des personnes qui voyaient un écran avec la lumière rouge recevaient un choc électrique. Lumière rouge, choc électrique. Autre lumière chill, lumière rouge, choc électrique. Donc là, conditionnement de la menace. Une autre peur au niveau des phobies, mais c'est justement quelqu'un on sait qu'elle a peur, par exemple, des araignées, on lui présente des araignées. Yes. Et aussi comme d'autres, juste comme un type de peur que tu sais que la personne n'a pas nécessairement une phobie, mais comme, bref, elle a peur. Et la troisième chose, c'est des images qui font peur, juste comme des faits. Comme par exemple, justement, des faits. Si on te pointe un gun, t'as peur. Bref. Ou si, comme justement, on dit que tu vas tomber, une image qui était comme ah! Bon, c'est dans ces situations comme ça qu'on a divisé les types de peur pour par après entraîner les décodeurs. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, merci beaucoup. OK. Merci. Salut. Allô? Moi, j'avais juste une petite question. Oui. Comment est-ce que tu fais la différence entre la modalité qui est associée avec vraiment le traitement de l'info en lui-même et la peur en elle-même? Qu'est-ce que tu veux dire la modalité? Par exemple, si tu prends quelque chose de procédural, tu sais qu'il va y avoir des régions qui vont être plus impliquées que d'autres. Mhm. Et si tu prends du contexte, tu sais que tu vas avoir d'autres régions qui vont être plus impliquées. Donc comment est-ce que tu fais la différence entre la modalité même, qui va activer certaines structures, et l'info de peur? Mhm. En tant que tel, comme les 3 façons de faire sont pas mal semblables, la modalité est pas mal semblable dans le sens que la personne est assise, même pour c'est juste que le conditionnement, il y a des chocs. Mais autrement, c'est des images que tu vois. Même la lumière, c'est un écran avec une lumière rouge. Fait en tant que tel, c'est semblable. Je ne sais pas si je réponds à ta question, honnêtement. Non, là. pas vraiment la modalité sensorielle, la modalité de traitement, tu vois. Le traitement d'information. Oui, ça pourrait être super intéressant, justement. Effectivement, comme penser au niveau juste de la mémoire. On enlève la mémoire, on met juste la peur. C'est ça que tu cherches à savoir? Comment qu'on fait l'analyse de ça par après? En gros, si tu veux. Comment est-ce que tu sais que c'est de la peur et que c'est pas juste l'info elle-même qui est traitée, quoi? Et en tant que tel aussi, dans les événements de conditionnement, mais il y a aussi des moments que ça fait pas peur. Ok, donc vous avez un contrôle là-dessus. Oui, c'est pas juste des images de peur qu'on envoie à la personne, il y a des images de correct, pas de peur, et on a l'information par après. Ok. La différence. Ok, trop bien. OK. Yes. On pourrait prendre une 3e question, si oui, quelqu'un au fond de la salle. Allô, merci pour la présentation, très intéressant. Je me demandais, avez-vous pensé, parce que toutes vos stimuli de peur contiennent dans le fond une stimulation visuelle, fait que c'est sûr que tu vas avoir ton activation du cortex visuel. Avez-vous pensé faire une histoire qui fait peur, demander à la personne de se rappeler quelque chose, ou de faire d'autres modalités qui vont pas nécessairement faire activer toujours le circuit visuel et basé sur des images, parce qu'on sait qu'une histoire pourrait faire peur, puis essayer vraiment de peut-être, c'est ça, de vérifier quelle activation est reliée ou non, puis avoir un portrait plus spécifique qui ne dépend pas de la modalité sensorielle avec laquelle tu racontes l'histoire ou que tu fais peur. C'est un excellent point qui serait peut-être pour un autre projet, mais pas le mien. Mais oui, effectivement, je suis complètement d'accord que justement, tous les stimuli sont visuels, donc le cortex visuel est genre vraiment au tapis, surtout dans certains. Là. Puis dans le fond, je me demandais, au niveau de la méthode, quand vous faites les enregistrements, est-ce que c'est des IRM, est-ce que c'est des enregistrements? C'est quoi dans le fond? Oui. J'ai peut-être pas capté, là, mais... En fait, toutes les stimuli, en fait, c'est par des IRMF.
OK. Donc, et on associe finalement comme les données cérébrales avec la peur subjective. Donc, Ouais. pour certains, comme de 0 à 5, la personne à quel point qu'elle a peur. Donc, par exemple, pour les peurs qui sont plus de phobie, notamment, on demande avant à quel point tu as peur, justement, des araignées. À quel point tu as peur, genre, des chats. À quel point tu as peur, bref, de tous ces animaux. Ben, de plein de choses. Et après, on leur présente les images. Tandis que pour le conditionnement, on dit à quel point tu as peur en ce moment de voir la lumière rouge. Et là, il se passe une situation. Le prochain, à quel point tu as peur? Donc, voici comme la différence. Les peurs situationnelles, la même chose, ben, comme un peu la même chose. À quel point tu as peur dans le vide? À quel point tu as peur de... Ben, bref. Donc, c'est comme ça. Des gens qui n'avaient jamais peur. En fait, justement, le point est que c'est des données qu'on a déjà. Donc, c'est des banques de données qui existent déjà. Donc, justement, d'où une au Japon, une en Chine et une aux États-Unis. OK. Ben, merci. On peut donner une bonne main d'applaudissement.